Welcome to The French Time, where learning French becomes easy and fun. Pourquoi la langue française permet-elle d'avoir des chemises blanches, des pulls noirs, des robes bleues, mais refuse catégoriquement d'ajouter un S si on possède 5 vestes oranges? Ah bah ça, c'est le grand mystère qui rend tout le monde fou. Complètement fou, oui. À l'écrit, on dirait presque une faute d'orthographe, en fait. Mais la réponse ne se trouve pas dans un vieux livre de grammaire, elle se cache, figurez-vous, dans les arbres fruitiers. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie, je suis ravie de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des tapis rouges, on oublie la haute couture, les défilés de la Fashion Week ou les robes de gala, hein. Non, aujourd'hui, on s'attaque à un terrain bien plus réel, l'armoire de tous les jours. Et c'est un terrain d'analyse incroyablement riche pour le coup. Les documents qu'on décortique aujourd'hui, ce sont des notes d'apprentissage. C'est ça, niveau grand débutant, A1 ou A2. Voilà. Et ça se concentre sur le vocabulaire français du vêtement quotidien. Mais sous cette simplicité, il y a de vrais trésors, des mécanismes linguistiques, une histoire fascinante derrière les mots qu'on enfile le matin. Et surtout les fondements de la fameuse élégance à la française. Donc le but de cette exploration, c'est vraiment de s'imprégner de tout ça, d'assimiler ce vocabulaire en douceur. Exactement, sans se presser. C'est pourquoi on va adopter un rythme délibérément posé, parfois même très lent. L'idée pour ceux qui nous écoutent en ce moment, c'est de visualiser sa propre garde-robe et de répéter les mots mentalement. C'est la meilleure méthode pour mémoriser. Bon, décortiquons ça. Comment on transforme cette corvée du matin, le fameux « qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre », en une vraie leçon de culture? Il faut commencer par les fondations matérielles, en fait. Avant de philosopher sur le style, il faut nommer la matière première. Nos documents abordent ça de manière très méthodique. De la tête aux pieds, c'est ça. Tout à fait. C'est une cartographie du corps humain, finalement. J'aime beaucoup cette approche. Pour retenir tout ça, sans se noyer, on peut s'imaginer en train de faire une valise. On part du haut du corps et on descend. C'est une excellente analogie. On va prendre le temps de plier ces pièces mentalement. Pour le haut du corps, la base, c'est le t-shirt, le pull, et cette pièce super réconfortante, le sweat à capuche. Le fameux hoodie, oui. Voilà. Mais dans les notes, je vois qu'on insiste lourdement sur une distinction. La différence entre une chemise et un chemisier. Ah oui, c'est crucial, ça. Pendant des années, je pensais que c'était juste le tissu. Genre le chemisier, c'est en soie et la chemise en coton. Mais pas du tout, non. Non, pas du tout. C'est purement une question de coupe et de genre, en fait. La confusion est hyper courante. Historiquement, la chemise, c'est le vêtement de corps par excellence. D'accord. Mais aujourd'hui, dans le prêt-à-porter, le terme « chemise » désigne la coupe masculine standard, droite, structurée au col. Et le chemisier, alors? Le chemisier, c'est spécifiquement l'adaptation de ce vêtement à la morphologie féminine. L'architecture du vêtement change complètement. Ça intègre des pinces, c'est ça? Pour cintrer un peu? Exactement. Et le détail fascinant, c'est que les boutons sont inversés par rapport à la chemise pour homme. Ah bon? Pourquoi? C'est un vieil héritage de la bourgeoisie. Les femmes de la haute société ne s'habillaient pas seules, elles étaient habillées par leurs servantes. Le boutonnage inversé, c'était juste plus pratique pour la personne en face. Ah, mais c'est fou. Un simple bouton raconte l'histoire sociale d'une époque. C'est incroyable. C'est pour ça que choisir entre chemise et chemisier, ce n'est pas qu'un détail. Bon, on continue de remplir notre valise. On descend vers le bas du corps. Là, les mots sont bien ancrés. Le pantalon, le jean. L'incontournable jean. Oui, on ne peut pas faire sans. Ensuite, la jupe et le legging pour le confort. Et puis, il y a ces vêtements qui font tout en un. Les vêtements complets, oui. La robe, la combinaison, le costume. C'est la solution de faciliter un vêtement et paf, on est habillé. C'est un vrai raccourci d'élégance. Mais pour finir cette anatomie, il faut bien sortir de chez soi. Affronter la météo, l'armure contre le monde extérieur. Alors, on a le manteau, l'imperméable pour la pluie, et ce mot que je trouve merveilleux, la doudoune. Ah, la doudoune. C'est tellement rebondissant comme mot. Une doudoune. D'où vient ce terme? Ça ne ressemble à rien d'autre. C'est vrai que c'est très doux. En fait, doudoune vient directement du mot duvet. Vous savez, les petites plumes très fines des oiseaux qui isolent du froid. Ah, le duvet, d'accord. Voilà. Et par un petit glissement phonétique, un peu affectif aussi, le duvet est devenu la doudoune. Ça rappelle presque le mot doudou des enfants. C'est vraiment l'idée du cocon. Le cocon d'hiver. J'adore. Et pour finir, on touche le sol. Les chaussures, les baskets, les bottines qui s'arrêtent à la cheville et les escarpins.
Encore un mot avec une sacrée histoire. C'est clair. Quand on dit escarpin, on pense tout de suite à la chaussure féminine, à talons, très élégante. Et pourtant, à l'origine, c'était tout l'inverse. Ça vient de l'italien scarpino, une petite chaussure fine. À la cour des rois de France, c'était porté par des hommes, Des hommes avec des talons. Même pas. C'était plat et léger. Le but, c'était que les valets puissent se déplacer en silence sur les parquets du château. C'était la chaussure des serviteurs. Non mais c'est dingue. L'escarpin, chaussure silencieuse des valets du roi. Ça casse un peu le mythe du tapis rouge, hein. C'est la mode qui a évolué au fil des siècles pour y ajouter des talons et en faire un symbole féminin. Bon, notre valise est pleine. On a l'anatomie. Mais pour l'instant, tout est en noir. Il faut peindre cette toile, donner de la couleur. Et là, on entre dans le vif du sujet grammatical, le fameux piège des couleurs. Ah oui, le pluriel de l'orange dont on parlait au tout début. Parce que bon, la règle de base est hyper simple. C'est très mathématique. Oui, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Un t-shirt blanc, masculin singulier. Une chemise blanche, avec un E. Féminin, des pantalons blancs, avec un S. Pluriel. Jusque-là, tout va bien. Tout à fait. On peut ajouter des nuances comme clair ou foncé. Ou des motifs. Un pull à rayures, une jupe à pois. D'accord. Mais soudaine, c'est le drame. Le mur des couleurs invariables. Et honnêtement, quand on apprend le français, c'est dur à avaler. Si j'ai 5 vestes de couleur orange devant moi, pourquoi je ne peux pas mettre de S à orange? C'est frustrant, je sais. Mais ce qui est fascinant ici, c'est la logique derrière. Le français fait une vraie différence philosophique entre une couleur pure et un objet du monde réel qu'on utilise pour décrire une couleur. Un objet du monde réel, ok. Oui. Les mots comme orange, marron, bordeaux, kaki ou crème, à la base, ce ne sont pas des adjectifs. Ce sont des noms communs. Ah mais oui, L'orange, le fruit. exactement. L'orange est un fruit. Le marron, c'est une châtaigne qu'on ramasse. Bordeaux, c'est une ville. La crème, c'est du lait. D'accord, je commence à comprendre. Quand on dit des vestes oranges, la grammaire comprend des vestes qui ont la couleur du fruit appelé orange. Et le fruit en question, il ne se multiplie pas. C'est l'idée du fruit. Donc le mot reste figé, comme l'objet naturel. C'est ça. Ils sont immuables. C'est une logique implacable derrière ce qui ressemble à une grosse irrégularité. C'est presque poétique en fait. Ce n'est pas juste une règle pour torturer les étudiants, c'est la nature qui s'invite dans la grammaire. On va prendre un instant pour bien l'ancrer mentalement. Allez-y. Imaginons de grosses chaussettes. Des chaussettes orange. Pas de S, le fruit est unique. Et maintenant, une pile de tricots. Des pulls marron. Aucun S. C'est brillant. Et cette logique de la matière physique, ça nous amène directement à la façon dont on décrit la composition du vêtement. En français, on utilise la petite préposition « en ». Oui, c'est très direct. Un pull en laine, une veste en cuir. C'est court et efficace. Mais bon, une fois qu'on a ce beau pull en laine marron, il faut bien le mettre sur soi. Et voilà le deuxième grand piège de notre exploration vert. Le combat entre les verbes mettre et porter. Ah, ce duel classique. Deux verbes du quotidien, mais qui racontent deux moments totalement différents. Pour bien les différencier, j'aime bien utiliser l'analogie du lecteur DVD ou de la platine vinyle, soyons rétro. Je vous écoute. Le verbe mettre, c'est l'action physique. C'est le moment où on glisse le disque dans le lecteur et qu'on appuie sur play. C'est le bras qui rentre dans la manche. C'est immédiat. C'est ponctuel, oui. Alors que le verbe porter, c'est le film qui tourne sur l'écran. C'est l'état continu, le vêtement qui reste sur nous toute la journée. C'est une excellente analogie. Si on relie ça à la vue d'ensemble de la langue, on voit que mettre, c'est vraiment le verbe de la transition. On met la table, on met le contact dans la voiture. On passe de inactif à actif en fait. C'est exactement ça. D'où l'importance du contexte. Et ça explique tellement cette fameuse phrase du matin qu'on trouve dans nos documents sources. Je ne sais pas quoi mettre. On ne dit jamais je ne sais pas quoi porter. Absolument. Parce que le blocage, c'est l'action de s'habiller. C'est l'incapacité de choisir la pièce pour déclencher la journée. On n'arrive pas à appuyer sur play. Voilà. Et si l'action de mettre échoue, nos notes donnent les autres verbes. On fait marche arrière. On va enlever le vêtement. Ou le mot plus chic, ôter. Ôter son manteau, oui. Et dans un magasin, En magasin, on est en phase de test, donc on va essayer. Et le soir, en rentrant, on fait la transition, on va se changer. se changer, j'aime bien. C'est presque changer d'identité pour la soirée. Bon,
on a le vocabulaire, les couleurs, les verbes, mais comment parler de son style comme un vrai francophone? Il faut comprendre les influences culturelles et météorologiques. Oui, la météo, c'est le premier tyran de la mode. Dans les documents, on voit que le français utilise beaucoup la cause et la conséquence. Donc, je mets un manteau. Le fameux donc. Ou alors, il pleut, alors je prends un imperméable. C'est hyper pragmatique. C'est ça. Mais une fois la météo gérée, vient la question du style en magasin. Et là, il y a une différence vitale entre deux petites phrases. Il me va et il me plaît. Oh oui, la frontière est subtile mais si importante. Ça, c'est par l'objectif de l'émotionnel. Dire qu'un jean vous va, c'est de la géométrie, c'est la morphologie. Les coutures sont au bon endroit. Exactement. L'architecture du vêtement correspond à votre corps. Mais dire qu'il plaît, c'est subjectif. C'est votre goût personnel. Et le pire cauchemar en cabine d'essayage, c'est d'enfiler une robe qui tombe parfaitement, qui nous va à 100%, mais qui, dans le miroir, ne nous plaît pas du tout. Le drame absolu. L'alchimie ne prend pas. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire quand l'alchimie prend vraiment fût? Quel est le but ultime de ce style français? Nos documents pointent tous vers un seul mot. Une vraie philosophie. Le mot sobre. Voilà, arrêtons-nous là-dessus. Parce que pour beaucoup d'étudiants, sobre, ça fait penser à l'anglais sub, quelqu'un qui n'a pas bu d'alcool. C'est un contresens hyper classique. Mais là, dire qu'une tenue est sobre, c'est le compliment suprême en France, non? Ça n'a rien à voir avec l'alcotest. Ah non, rien du tout. Cela soulève une question importante sur la culture française. La sobriété vestimentaire, c'est le refus de l'excès. C'est l'opposé du style criard ou m'as-tu vu. Pas de gros logos partout. Exactement. Des couleurs calmes, neutres, des coupes parfaites. L'idée, c'est que le vêtement met la personne en valeur, mais ne crie pas plus fort qu'elle. C'est beau ça. Une élégance qui murmure au lieu de hurler. C'est l'essence même du chic français. Et ça nous amène au dernier grand concept clé, le basique de qualité. Ah oui, l'argument économique. Dans le dialogue source, un personnage hésite devant un pull en laine mérinos parce qu'il coûte très cher. Et la conclusion, c'est « oui, mais ça vaut le prix ». C'est le principe du mieux vaut moins, mais mieux. Au lieu d'acheter 5 pulls synthétiques en fast fashion qui vont se ruiner au premier lavage, on achète un seul vrai basique. Un bel investissement. Voilà. Un manteau en drap de laine, des bottines en cuir robuste. Ça coûte plus cher, mais ça dure des années. Et comme c'est sobre, ça ne se démode jamais. C'est vraiment un art de vivre, pas juste une question de shopping. C'est fou le voyage qu'on vient de faire rien qu'en ouvrant notre armoire. C'est très dense, oui. Si on résume doucement notre parcours d'aujourd'hui, on a commencé par plier les pièces basiques de notre valise, on a découvert l'histoire des chemises et l'origine douillette de la doudoune. Sans oublier le passé royal des escarpins. Oui. Ensuite, on a peint tout ça avec ses couleurs têtues, comme l'orange ou le marron, qui refusent le pluriel par loyauté pour la nature. On a fait la différence entre appuyer sur le bouton play avec mettre et laisser le film tourner avec porter. Et on a fini sur cette belle quête de la tenue sobre. Exactement, le murmure de l'élégance. Et justement, j'aimerais proposer un petit exercice mental à tous ceux qui nous écoutent, une fois cette exploration terminée. Je suis curieux. Eh bien, aujourd'hui, dans la rue, regardez les vêtements des gens que vous croisez, ou même regardez votre propre tenue en ce moment. Si nos vêtements racontent une histoire sur qui nous sommes, que racontent vraiment nos basiques? Sont-ils la preuve d'une belle sobriété intemporelle, ou bien, au fond, cachent-ils une envie secrète d'échapper un peu à la discipline du minimalisme? C'est une excellente question. Le style, c'est avant tout un langage. Et maîtriser ces mots, c'est commencer à le traduire. Le style commence par le verbe, c'est certain. Merci beaucoup pour cet éclairage fascinant. Et merci à toutes et à tous pour votre écoute attentive aujourd'hui, d'avoir pris le temps de ralentir le rythme avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration approfondie. D'ici là, gardez l'œil ouvert sur les étiquettes et à très bientôt.